Au bord de l'océan Atlantique, Salvador de Bahia domine la baie de tous les saints. Celle qui fut longtemps la capitale du Brésil sous domination portugaise est un livre d'histoire. Son patrimoine, exceptionnel, en témoigne. Les racines de la culture afro-brésilienne se cachent sous ces pavés, derrière les façades des maisons colorées. Bahia est tout sauf une carte postale. Principale porte d'entrée des 5 millions d'esclaves venus d'Afrique. Elle porte dans sa chair la souffrance, la résistance, la résilience et enfin la fierté du peuple noir. Ici, les esclaves obligés de se convertir au catholicisme des colonisateurs ont inventé leur propre religion, leurs rites, leur musique, leurs fêtes. Longtemps cachés, interdits, traqués, ils sont aujourd'hui le ciment de la culture brésilienne. À Salvador, plutôt que d'oublier leur histoire douloureuse, les descendants d'esclaves ont su se réinventer pour faire renaître la fierté d'être noirs. C'est cette histoire que nous allons vous raconter à travers la fête, la musique et la nature magnifique. Lieu de mélange de peuples, de cultures et de croyances, Bahia est la perle noire de l'Atlantique, vibrante, rayonnante. C'est le deuxième jeudi du mois de janvier, un des plus importants de l'année à Bahia. 1 million de personnes, un tiers de la ville, se retrouvent pour la fête du Seigneur de Bonfim. Tous vêtus de blanc, la couleur de la paix et du dieu africain, Oxalá. Fête religieuse et profane, ce pèlerinage de 8 km est un moment fort de la vie de Bahia. Ces femmes, en large robe blanche, sont au cœur de la cérémonie, les reines de la fête. Voici la représentation de la femme bayanaise traditionnelle. Cette robe blanche, c'est un symbole de notre culture. Là, nous allons jusqu'à l'église du Bonfim pour nettoyer les marches de l'église et inonder cette ville de bonnes énergies. C'est la tradition du peuple de Bahia. La foi, l'harmonie, l'amour. Bahia, c'est génial. Keinde est l'un des organisateurs du cortège. Il est le chef de la percussion du premier groupe de carnaval afro-brésilien, Ilie Aye. Ces percussions ont retissé les liens entre le Brésil et l'Afrique. Celui-là, il n'est pas encore arrivé. Allez, on commence à se mettre en place. C'est la deuxième plus grande fête populaire de Bahia après le carnaval. Les catholiques rendent hommage au Seigneur du Bonfim et dans les religions d'origine africaine, on rend hommage à Oxalá. L'histoire raconte qu'un Portugais, fervent dévot du Seigneur du Bonfim, aurait obligé ses esclaves à nettoyer les marches de l'église. Ils l'ont fait, mais ils ont profité de cette occasion pour rendre hommage à la divinité du mois de janvier, dans leur religion, le candomblé, une religion issue des rites africains. Le nettoyage est donc devenu un rituel pour leur orisha, puis une fête pour célébrer la foi. La fête est un hommage à ces esclaves qui, à leur façon, n'ont pas baissé la tête. Aujourd'hui à Bahia, 80% de la population a des origines africaines. À travers ces danses, ces percussions et rythmes africains, ils célèbrent leurs ancêtres et chantent la fierté d'être noirs.
de ma peau, de mes cheveux. C'est la fierté des personnes noires. Cette danse, c'est pour Ileaye, pour le Pelourinho, pour les Africains venus d'Angola. Et ces Noirs qui ont résisté dans des communautés d'anciens esclaves. Quelques kilomètres plus loin, le début du cortège entoure l'église de Seigneur du Bonfim. Une marée blanche a envahi toutes les rues du quartier. Les Bayanaises sont arrivées à leur destination et commencent le nettoyage à l'eau parfumée, bénie par les divinités africaines. Que cette année qui commence soit une année de réconciliation, de tolérance. Célébrons aujourd'hui le vivre ensemble et le respect mutuel entre fidèles de différentes religions. Je pense surtout à nos frères et à nos sœurs héritiers de ces religions d'origine africaine. Je fais ça pour lui apporter de la chance, pour qu'il ait une belle année. Je ne ressens que de la gratitude. Merci. Elle a 92 ans. C'est ma mamie. La première fois qu'elle m'y a amenée, j'avais 7 ans. La première fois, je suis venue demander une maison, car je n'en avais pas. Aujourd'hui, j'en ai 4. Grâce à qui? À Dieu tout d'abord, au Seigneur du Bonfim et à mes propres efforts bien sûr. Autre tradition de Bahia, les fameux rubans colorés du Seigneur de Bonfim. Selon la croyance populaire, 3 nœuds donnent droit à 3 vœux. Les 8 km, ce n'est rien. Le plus dur, c'est d'attacher le ruban sur la grille de l'église. Mais il faut venir pour bien commencer l'année. Comme ça, on aura une année plus légère. Je demande de la protection pour mes filles, mon épouse et ma mère qui est partie dans les bras de Dieu. Merci pour tout. Merci mon Dieu. On se voit l'année prochaine, si Dieu le veut. À l'année prochaine. Bahia, c'est ce mélange entre sacré et profane, dévotion et allégresse, souffrance et dignité. Pour comprendre, il faut se rendre dans le centre historique de la première capitale du Brésil. Se promener dans ces rues pavées, c'est remonter le temps. C'est la passion de Francisco Sena, architecte, historien et natif de Salvador. Nous sommes en plein cœur de Salvador, mais aussi au cœur du Brésil, car cet endroit a été la première place des 3 pouvoirs du Brésil. Pendant 214 ans, c'est d'ici que l'on gouvernait l'immense territoire brésilien. Salvador a toujours été une ville de rencontre de peuples et de mélange de cultures. Originellement, ce sont les indigènes Tupinamba qui y vivaient. Ensuite, les Portugais sont venus coloniser et y ont amené des Africains réduits à l'esclavage à l'époque. Mais aussi grâce au port, qui était le plus important de l'hémisphère sud, nous avons eu beaucoup d'influences culturelles de l'Orient. Et juste en face, voici la statue du fondateur de la ville, Tomé de Souza. Mais Tomé de Souza n'est pas le seul leader à avoir sa statue. Il y a surtout celle de Zumbi dos Palmares. Au XVIIe siècle, cet Africain a réussi à fuir l'esclavage et il s'est réfugié dans ce que l'on appelle ici
un quilombo, un lieu de résistance. Il a créé une communauté très forte dans la ville de Palmares, probablement la plus grande de l'époque. Et il est devenu le symbole du mouvement de libération des Noirs au Brésil. Zumbi, icône de la résistance anti-esclavagiste, héros de la communauté afro-brésilienne. À Bahia, tout rappelle l'esclavage et le combat pour survivre. C'est au cœur du Pelourinho, aujourd'hui classé au patrimoine mondial de l'humanité, qu'étaient châtiés les esclaves aux yeux de tous. C'est là que viennent s'exercer les danseurs de la capoeira, autre symbole de résistance. La capoeira est un art, une danse, un combat. Elle a longtemps été interdite, transmise dans le plus grand secret de maître à disciple. La capoeira est l'une des représentations les plus authentiques de la culture brésilienne, car elle prend ses racines dans le rythme africain, ses percussions. Mais la capoeira, en tant que lutte, que jeu, est née ici, dans l'état de Bahia. Elle est 100% brésilienne. À l'origine, c'est une tradition issue des anciens Noirs réduits en esclavage qui fuyaient dans les bois et pratiquaient la capoeira pour survivre. Moi, j'ai commencé la capoeira à l'âge de 5 ans et aujourd'hui, j'en ai 58. C'était la seule façon que mes ancêtres avaient pour se défendre. Ils n'avaient pas d'autres armes. Ils n'en avaient pas d'autres. Les pieds, les mains et le jeu. Voilà, c'est tout. Et les mouvements de la capoeira sont nés ainsi. Merci beaucoup. Au revoir. Que Dieu te garde. À Bahia, les influences africaines sont partout, jusque dans la cuisine. On va goûter un acarajé. C'est une nourriture typique de Bahia. C'est un beignet fait à base de haricots blancs. Ensuite, il est frit dans l'huile de palme et servi avec des spécialités que l'on ne trouve qu'ici. Vatapa, caruru, crevettes séchées et surtout, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est le piment, un bon piment bahianais. Je vous mets un petit peu de piment ? Ah oui, je veux bien. Avant, on ne voulait pas manger nos beignets. On disait que c'était la nourriture du diable. À l'origine, ces beignets s'appelaient akara. C'était des offrandes pour la divinité du Candomblé nommée Yansan. Mais finalement, on a eu l'autorisation spirituelle pour les vendre dans les rues. Délicieux. Mais les plus grands secrets se trouvent derrière les portes de ces maisons de colons portugais. Francisco veut nous montrer une institution unique en son genre, la Société protectrice des démunis. Bonjour, quel plaisir d'être de retour ici. Bonjour, vous allez bien ? C'est indispensable de venir ici quand on vient à Bahia. C'est la première organisation non gouvernementale brésilienne. Cette société a été fondée par un groupe de 19 Africains libres, anciens esclaves. Elle servait comme une caisse commune, un fonds d'hypothèque pour acheter la liberté d'autres esclaves à l'époque. Encore aujourd'hui, nous combattons le racisme, l'intolérance religieuse et les inégalités sociales. Donc les éléments qui ont motivé la création de cette société, malheureusement, sont toujours d'actualité. Une institution révolutionnaire. L'association est fondée en 1836, 52 ans avant la fin de l'esclavage. Ce groupe d'anciens esclaves libres réussit à s'organiser autour d'un but commun, acheter la dignité des hommes et femmes noirs. Tout l'argent récolté était gardé dans un coffre. Il est toujours là. Voici le premier coffre de notre organisation. C'est ici que tout a commencé. On y déposait toutes les contributions. Et grâce à cet argent, beaucoup ont réussi à rentrer chez eux. Certaines de ces familles sont encore en contact avec nous, comme celle de Lagos au Nigeria.
Depuis 130 ans, cette maison est le siège de l'association. Ses membres ont créé une loterie, un fonds de crédit immobilier, la première sécurité sociale du Brésil. Des initiatives qui leur ont permis de récolter de l'argent et acheter la liberté d'au moins 1000 esclaves avant l'abolition. Ces livres de la fin du 19e siècle en témoignent. Je voulais vous montrer les comptes rendus des réunions. Ils datent de 1885. C'est très fragile. Regardez comment ils étaient organisés. Sur ces pages sont inscrits les récits de leurs réunions, leurs décisions. Une fois acheté la liberté d'un esclave, celui-ci suivait une formation professionnelle dans l'association et apprenait un métier d'homme libre, vendeur, menuisier, charpentier. Il pouvait ensuite devenir membre de l'association et y contribuer à son tour. Ceux qui ont fondé notre association étaient des Noirs africains lettrés. Ils sont arrivés au Brésil avec cette connaissance. Ce n'est pas ici qu'ils ont appris à écrire. J'avoue, je suis très ému, mais je ne suis pas surpris. Je connaissais leur existence, mais je n'avais pas encore eu la chance de voir ces documents de mes propres yeux. Donc c'est un énorme cadeau que vous me faites là. Vraiment, merci. Merci beaucoup. La Société protectrice des démunis n'a pas réussi à changer toute la société brésilienne. Merci énormément. C'est toujours un grand plaisir de revenir ici. Merci à vous, vous êtes toujours le bienvenu. Malgré leurs efforts, pendant de longues années, la culture afro est restée mal vue, effacée. Il va falloir attendre plus de 140 ans pour voir naître le mouvement qui relance la fierté d'être noir. Il s'appelle Iliaye. Au départ, un groupe de carnaval qui est né dans ce quartier pauvre de Bahia. Plus qu'un groupe musical, Iliaye est devenu un lieu d'affirmation, de combat, où 3000 adhérents se retrouvent tout au long de l'année pour suivre de nombreuses activités, toutes dédiées au public afro-brésilien. Il n'y a pas de parce que. Fais attention et tu vas réussir. Un, 2, 3, 4. Bien joué, Maria. Allez, au prochain. Ces élèves suivent une formation percussion et esthétique afro. Celle qui anime l'atelier Turban, c'est Dété Lima, un des premiers membres fondateurs. Tiens, tu sens là? Maintenant, tu plies le tissu comme ça. Pour avoir cet effet, ce volume, on met des épingles à nourrice. Parce que le turban, c'est la couronne de la femme noire. C'est comme ça qu'on se sent puissante. Le rouge représente notre sang et le sang de nos ancêtres. Le noir, c'est la couleur de notre peau. Le jaune représente l'or, nos richesses, notre conscience. Et le blanc, c'est pour la paix. On prend un tissu et on lui donne de la vie.
êtes ému? Oui, très ému. Aujourd'hui encore, Iliaye est réservé aux Noirs. Dès sa création en 1974, les fondateurs avaient exclu les métis et blancs en réponse aux discriminations. Antonio Carlos est l'un d'entre eux. Il assume, il s'agissait alors d'affirmer l'existence d'une culture africaine au Brésil. Un dimanche après-midi, en arrivant de la plage, on était assis là-haut avec Apollonio. Et on a eu l'idée, pourquoi ne pas créer un groupe de carnaval ici, dans notre quartier? On avait déjà cette conscience raciale. On en a parlé avec ma mère et elle était d'accord. En langue yoruba, Iliaye veut dire notre patrie pour toujours. Ce qui était au départ une école de carnaval se donne pour mission de combattre tout type de discrimination et de mettre en valeur le peuple et la culture afro-brésilienne. Un choc à l'époque. Certains journaux les accusent de racisme anti-blanc. Iliaye chante la fierté d'avoir la peau foncée et les cheveux crépus. Célébrer ses racines, c'est résister et redonner du sens à leur existence. Nous retrouvons Kehinde dans les rues de Kuruzu, le quartier d'Iliaye, mais aussi celui de toute sa famille. Kehinde a grandi avec la conscience noire, il est le fils d'Antonio Carlos. Je suis le fils du fondateur d'Iliaye, donc j'ai grandi dans ce quartier, je connais bien l'histoire. Dans les années 70, les gens ont eu du mal à accepter l'idée d'un groupe de carnaval exclusivement pour les Noirs, qui parlait d'identité noire, qui disait que les femmes pouvaient lâcher leurs cheveux façon Black Power. La famille de Kehinde a initié une révolution culturelle qui est partie de ce quartier. La figure de proue, c'est elle, la grand-mère de Kehinde. Là, je suis fier de le dire, c'est ma grand-mère, Mère Hilda Gitolou, la matriarche du Iliaye, l'une des fondatrices aussi, car elle a soutenu mon père quand il a eu l'idée de créer le groupe de carnaval afro en 1974. Vous savez, le Brésil était alors en pleine dictature militaire, alors vous imaginez un groupe de Noirs qui fait le carnaval dans la ville? Ça n'est pas passé inaperçu. À cette époque, les Noirs ne faisaient que travailler dans le carnaval, comme vendeurs ambulants, et c'est pour ça qu'on a ressenti le besoin de créer ce groupe de carnaval pour les Noirs, où on pouvait se retrouver et passer un bon moment. C'était une idée géniale. À quelques mètres de là, l'endroit où toute cette histoire a commencé, la maison de la grand-mère de Kehinde. C'est là que se tenait son terreiro, un lieu de cérémonie religieuse de candomblé. Caché des yeux de tous, car jusque dans les années 30, ces centres étaient interdits par les autorités. Aujourd'hui, il y a une fête très importante ici, la fête du Père suprême, la fête d'Ochala. Maintenant, je vais devoir aller me changer, car au-delà de ce point, on doit être habillé en blanc. Il y a plus de 2000 terreiros à Salvador. Famille, religion, culture, résistance, c'est ici que toutes ces forces convergent et se transmettent de génération en génération. Ici, on est tous des Hogan, que des vieux de la vieille. C'est le bras droit du prêtre ou de la prêtresse de candomblé. On les appelle Hogan pour les hommes et Kedi pour les femmes. Dans les religions de source africaine, ces personnes ne rentrent pas en transe. Donc ils sont responsables de la maison quand le ou la chef du centre religieux est lui rentré en transe. Les Hogans sont aussi ceux qui jouent de la musique pendant la cérémonie. Et avant la fête, ils aident à l'organisation. Regardez, ça s'appelle un Mario. Il faut en mettre un au-dessus de chaque porte. C'est une protection pour nous, il filtre les mauvaises énergies. Depuis 3 jours, les adeptes du candomblé rattachés à ce lieu de culte de leur quartier organisent la cérémonie en l'honneur d'Ochala, divinité de la vie et de la pureté. Dans le rituel religieux, il faut nettoyer la maison, préparer les offrandes, faire à manger pour une 50aine de personnes. Nous ne pourrons pas tout filmer, une grande partie de cette préparation est réservée aux initiés. Et voici celle dont je vous parlais, ma mère de saint, ma tante et ma marraine. Youdélis. C'est comme une vraie mère pour nous, les initiés. Elle nous donne des conseils spirituels, personnels. C'est notre matriarche, notre base. J'ai hérité ce sacerdoce de ma mère. C'est un sacerdoce qui exige beaucoup de responsabilités. Au début, tout est nouveau. C'est un énorme défi. Car avant, j'étais juste une des filles.
Et aujourd'hui, je suis la mère de tous. Heureusement, nous n'avons jamais eu de problème d'intolérance religieuse ici, mais on sait que ça existe. À Rio, par exemple, on a entendu des cas où des trafiquants évangéliques convertis menacent les lieux de culte du candomblé. Ils cassaient les statues, détruisaient les colliers de perles et forçaient les prêtres et les prêtresses du candomblé à faire de même. C'était horrible. Maintenant, il faut qu'on aille offrir les nourritures à nos divinités. Mais cette partie, vous ne pouvez pas filmer. C'est réservé aux initiés. La fête débute. Des sièges aux fleurs. Ce soir, tout est orné de blanc, en l'honneur d'Ochala. Exceptionnellement, nous pourrons filmer une partie de la célébration. La cérémonie s'ouvre avec des chants et des danses dédiées à Ochala, le dieu créateur dans le candomblé. Selon la croyance, dans quelques instants, son esprit va habiter le corps des fidèles. Ce qu'on appelle une transe. Désormais, c'est Ochala le maître de soirée. Il va danser, boire et manger. Ce soir, il fait la fête avec ses invités. Kiende et les autres Ogans vont se succéder derrière les tambours tout au long de la nuit. Si cette culture noire a traversé les siècles, c'est parce qu'elle est restée protégée dans des communautés de résistance, les Quilombo. Les Quilombo étaient des sociétés cachées créées par des esclaves en fuite, loin des plantations de canne à sucre, dans des endroits inaccessibles. La plus grande compta jusqu'à 22 000 habitants. Encore aujourd'hui, certains des descendants occupent ces mêmes territoires, comme dans le Quilombo Monte Alegre, à Boipeba. Située au sud de Salvador, cette île de 3000 habitants est l'un des lieux les plus anciennement colonisés de l'État de Bahia. Ce paradis était un enfer esclavagiste. Le pêcheur local Osvaldo nous accompagne. Il va falloir marcher 3 heures dans la jungle tropicale pour arriver en haut des montagnes où se situe l'ancien Quilombo, une communauté très humble. Voici celle qui connaît le mieux les histoires d'ici. C'était un Quilombo ici? Non, c'est une anthropologue qui est venue avec cette histoire de Quilombo. Ici, ça s'appelle Monte Alegre. C'est tout. Vous êtes en train de me filmer? Non, je veux pas ça. Ici, c'était un Quilombo. C'est vrai, il a été peuplé par des esclaves. Je ne comprends pas qu'il soit oublié aujourd'hui. On demande des informations, personne ne veut rien dire. Aujourd'hui, les habitants de Monte Alegre refusent leur passé. La fierté noire, cela ne leur parle pas. Eux voient surtout la pauvreté dans laquelle ils sont toujours. Osvaldo est un enfant du pays. Ici, on l'appelle Tatu Bola. Lui non plus ne parle pas de ses racines africaines. Dans Afro-Brésilien, il y a Brésil, et c'est cette terre qu'il connaît et aime par-dessus tout. Regardez ce nénuphar. Ça va fleurir dans quelques jours. Quand la marée sera haute, tout ça sera recouvert de fleurs et de nénuphars. Ces fleurs-là, on les appelle les bananiers du bois. Il y en a tellement sur l'île qu'on les arrache parfois, comme les mauvaises herbes quand on veut cultiver des fruits et des légumes. Et ça, c'est de la goyave. Quand elle est mûre, on peut faire une délicieuse pâte de fruits.
Ou on les mange nature. Mais là, elles sont vertes encore. Comme beaucoup d'habitants de l'île, Bola vit de la pêche. Peut-être qu'on ne va rien trouver. On va tenter notre chance. C'est comme ça la vie de pêcheur. Il y a des hauts et des bas. J'ai été élevé grâce à la pêche. Mon père était pêcheur et agriculteur. Quand on lance le filet, pour que ça marche, il faut le tenir comme ça. Je sépare comme ça, puis je le tiens avec l'autre main pour lancer la pierre. Et je lance le filet. Hop là! Vous avez vu le mulet qui s'est échappé? Celui-là, quand il grandit, c'est le poisson le plus violent de la mer. Quand on prend un grand qui fait 4-5 kilos, ses dents, on dirait une énorme scie. Il est délicieux ce poisson. Allez, encore deux autres, on va les manger grillés. On les appelle mulets œil de perdrix, car ils ont les yeux de deux couleurs. Tiens, ces deux-là, ils partent à la casserole aussi. Amoureux de la nature qui l'entoure, Bola fait tout pour la préserver et la partager. Il a décidé de se lancer dans l'écotourisme et fait découvrir aux Brésiliens de passage les richesses de la terre bayanaise. Loureidan et Saulo viennent d'un autre Brésil. Peut-être que quelques gouttes vont tomber, mais rien de sérieux. Juste un petit nuage passager. On vient de Belo Horizonte, la capitale du Minas Gerais. Une ville dans les terres où il n'y a pas de plage, pas de mangroves. Donc c'est très différent de tout ce qu'on a vu. C'est incroyable. Regardez, ça c'est la racine qu'il y a en dessous des racines que vous voyez. Ah, il y a une deuxième racine, faites voir. Ça me fait penser à la racine du manioc. Bola, fier de ses racines, ne recule devant aucun obstacle pour montrer les délicieux crabes qui se cachent dans la mangrove. Il a fait son trou ici, mais il a beaucoup avancé. Donc je vais faire un autre trou là pour essayer de l'attraper. Je fais ça pour montrer aux touristes comment c'est difficile d'attraper un crabe. Celui-là, par exemple, je n'ai pas réussi à le trouver. Quand j'étais enfant, j'avais peur des sables mouvants. Je faisais des cauchemars. Et le sol ici ressemble un peu à du sable mouvant. Ça engloutit nos pieds. Donc c'est un défi. Ça a l'air d'être plus qu'un défi. C'est même un traumatisme que j'ai surmonté. Ah, c'est un mâle. Combien vous le vendez? À la douzaine coûte 8 €. Et ça vous prend combien de temps pour attraper une douzaine? Bah, dans une mangrove facile, c'est-à-dire où on ne rentre que la moitié du bras, ça nous prend 1 heure. Autant de travail, et on mange ça sans s'en rendre compte. Au resto, en vacances. On ne peut pas imaginer qu'il y a des personnes qui mettent presque tout leur corps dans la boue pendant des heures, alors qu'il fait chaud et humide, juste pour en attraper quelques-uns. Ça nous fait un peu réfléchir quand même. Et en plus, les mangroves sont détruites en ce moment. On arrive avec des machines qui cassent les racines pour attraper des moules de mangroves. Sauf qu'après, il n'y a plus de mangroves. Ils détruisent les racines et tuent la mangrove.
Bola, vous êtes une vraie encyclopédie. Vous connaissez tout ici. C'est incroyable votre générosité, votre envie de vouloir partager un peu de tout ça avec nous. Aucune salle de cours ne m'aurait permis de vivre cette expérience et d'apprendre autant. Moi, je peux vous dire que je suis fier de vous faire découvrir la mangrove, car c'est grâce à elle que j'ai grandi, toute ma famille, et tant d'autres aujourd'hui. Tout ça me rappelle une petite chanson. Qui m'a appris à nager, qui m'a appris à nager, vogue, vogue, canoë, ce sont les poissons dans la mer. Oi, os peixinhos do mar. Oi, foi canoeiro. Oi, os peixinhos do mar. Merci. Oui, merci beaucoup, c'était super. Loin de son passé esclavagiste, Boipeba est aujourd'hui un havre de paix. Tout ça nous appartient. Voici la ville de Moréré. La plage de Moréré séduit les Brésiliens et les touristes. Un petit village de pêcheurs abrité par une crique entouré d'une eau cristalline. Et après une bonne journée de boulot, qu'est-ce que je pourrais demander d'autre que du soleil, de l'ombre et de l'eau fraîche? Allez, merci beaucoup. Et santé! Bola, comme tous les habitants de l'île, se sent riche de cette nature, de cette vie simple, libre, loin du tumulte du monde. Presque malgré elle, la baie de Bahia est devenue le centre mondial de la culture afro-brésilienne. La joie de vivre bayanaise attire comme un aimant. Même Michael Jackson n'a pas résisté. C'est au Pelourinho qu'il est venu tourner le clip de l'une de ses chansons les plus engagées. They don't care about us, il ne se soucie pas de nous. Un cri contre les préjugés et la haine. Spike Lee réalise le clip et ce sont les tambours de Olodum, un collectif de la région, qui sont mis à l'honneur. Alors âgé de 24 ans, Ubiraci Carvalho est repéré parmi 200 musiciens. Avec sa coiffure originale, il jonglait avec son tambour et est devenu une star mondiale. Ses cheveux sont très connus au Brésil et à l'étranger. Et ici, c'est la place Teresa Batista. Dans quelques instants, vous allez voir le plus important groupe de percussion de la planète, la samba reggae d'Olodum. 20 ans après, il continue d'inspirer. Salut mon grand. Ça va? Celui-là, je le connais depuis qu'il est tout petit. Et je suis très fier de sa réussite. Je me sens privilégié d'être son ami, surtout après Michael Jackson. Olodum était déjà une référence au Brésil, mais après le clip de Michael Jackson, le groupe devient mondialement connu. Depuis, il s'est produit dans 140 pays. Ma vie a complètement changé. Les personnes ont vraiment découvert le travail de Bira Jackson. C'était déjà votre nom? Non, c'était Bira Bad Boy. Et c'est seulement après avoir tourné avec l'astre de la pop que je suis devenu Bira Jackson. Spike Lee cherchait justement quelqu'un qui puisse accompagner Michael Jackson et le producteur local a pensé à moi. Parce que j'aimais bien danser et jouer avec le tambour. C'est pourquoi j'ai été choisi pour vivre ce mouvement merveilleux. Tous les mardis soirs, le groupe donne un concert devant plusieurs centaines de personnes. Dernière photo pour Bira, avant de monter sur scène. Olodum offre un mélange de samba et de reggae jamaïcain qui enchante les fans de longue date. Tous les morceaux sont repris en chœur.
musique n'a plus de couleur. Avec Olodum, la culture afro-brésilienne a fait tomber les barrières. Ah, j'adore! C'est mon groupe préféré. Depuis 30 ans, j'écoute Olodum. Leur percussion est la meilleure. On sent une énergie unique. Il n'y a rien de mieux au monde. Regardez, rien que de les écouter, on a la chair de poule. Et celui qui a ouvert les portes est un autre grand musicien mondialement connu, Carlinhos Brown. Carlinhos Brown, 55 ans et plus de 30 ans de carrière. Une énergie sans pareille. Un destin aussi. Et c'est maintenant que ça commence et on va tous chanter. Plus qu'un grand artiste qui fait danser les foules, Brown est un entrepreneur social. Né dans un quartier défavorisé, il a changé la vie de toute sa communauté. Comme celle de Lucas, formé dans une de ses écoles de musique. Lucas était repéré alors qu'il était enfant. Sa mère vient à tous ses concerts. J'ai le cœur qui va exploser. Je suis tellement émue, tellement heureuse. C'est l'aboutissement de nos efforts, de son travail. C'est merveilleux. C'est là que tout a commencé. Candeal de Brotas, le quartier où est né Carlinhos Brown. À 23 ans, il fonde le groupe Timbalada, aujourd'hui l'un des plus populaires du Brésil. On y retrouve le jeune Lucas, le percussionniste de Carlinhos Brown. Il est né dans ce quartier et y habite toujours. Le quartier du Candeal a complètement changé ces dernières années. Avant, on n'avait pas les rues goudronnées. Avant, il n'y avait pas tous les petits commerces, comme ça, tout autour, pour discuter. C'était que de la boue. Et Brown est une référence pour nous, car les premiers projets sociaux ici ont été créés par lui, comme Timbalada Pracatum. Et c'est ici, à Pracatum, dans son école de musique, que je me suis formé. J'ai suivi des cours d'anglais, d'enregistrement digital, de technicien son, de théorie musicale. Tout ce qui est mêlé à l'art et à la culture, c'est ici qu'on l'apprend. C'est cette école qui m'a fait devenir celui que je suis aujourd'hui. Pracatum était un rêve de Carlinhos Brown. Il voulait créer une école où les enfants pourraient satisfaire leur curiosité, cultiver leur talent, s'ouvrir sur le monde, se construire une vie. Depuis 24 ans, Pracatum offre de nombreux cours aux enfants du quartier, du renfort scolaire, des cours de théorie ou de pratique musicale.
Plus de 5500 élèves ont pu bénéficier de ces formations. Toute une génération dont Lucas fait partie. Comme beaucoup d'enfants du quartier, il fréquente l'école et sa vie en sera changée. Sa mère se souvient d'un jour très particulier. Il a grandi ici avec ma maman, mes sœurs, ses cousins. Car moi, je travaillais. Un jour, on m'appelle au salon de coiffure pour me dire que Lucas allait voyager pour une représentation. Mais je me disais, mais comment? Pourquoi? Il n'a que 5 ans. Et son prof de musique m'a dit, écoutez, il a été sélectionné parmi d'autres enfants. Je vous en dirai plus ce soir quand vous rentrez à la maison. Et c'est comme ça qu'il a commencé. Ensuite, il a ouvert le carnaval avec Brown. Regardez, j'ai encore le journal. 23 février 2001. Elles sont où les autres photos? Je les garde toutes. Regarde qu'il est beau là aux États-Unis. C'était avec Prakatoum pour jouer pendant le défilé de la Fashion Week. Un jour, je suis tombé de ma chaise. On m'a appelé pour me dire que Carlinhos me demandait de passer au studio. En arrivant, il m'a dit « Lucas, vas-y, joue un peu ». J'ai commencé à jouer, il me regardait, puis il m'a dit « Mais t'es prêt en fait ?» Et il est venu discuter avec moi, on a fait une réunion avec sa production, et très vite, j'ai fait mon premier concert. Lucas est devenu une référence dans le quartier. Il est aujourd'hui un modèle pour les plus jeunes. Lui, c'est Babou, mon cousin. Il commence tout juste les cours à Prakatoum. C'est super gratifiant pour moi d'avoir mon cousin aussi proche. Pour moi, c'est une star de la musique. J'apprends tous les jours avec lui. Je regarde quand il passe à la télé et j'appelle notre papy pour qu'il le voie aussi. Tout ce que j'ai appris, je veux lui transmettre. Et dans quelques années, il va transmettre à mon fils aussi, de génération en génération. Carlinhos, en fait, il a planté cette graine, on l'a récoltée, on commence à la distribuer. Lucas, ou la fierté d'être de Bahia, tout simplement. Influence portugaise, racines africaines, les Bahianais ne renient rien. Comme lors de chaque cérémonie, ils sont au rendez-vous. Le 2 février, ils viennent célébrer Yemanja, déesse de la mer, la Vierge Marie du Candomblé. Ils patientent depuis des heures pour lui faire leurs offrandes, des fleurs, par milliers. Cette année, j'offre des roses rouges pour l'amour, le blanc pour la paix, le jaune pour l'argent. C'est très important. Et le bleu, c'est sa couleur. C'est pour elle, Yemanja. Celle-là, faut surtout pas l'oublier. Autrefois, les fidèles de Yemanja étaient enfermés. Aujourd'hui, le rituel se transmet comme partie intégrante de leur identité. À l'aube, ils viennent tous offrir leurs fleurs à la déesse. On vient tous les ans depuis qu'ils sont nés. C'est important de participer à la culture locale. Vous faites un bisou? Bisous la fleur. Ils connaissent l'histoire d'Ariel, la princesse du dessin animé. Donc je leur dis que Yemanja est la maman de la mer. Et aujourd'hui, c'est son anniversaire. Elle aime tout ce qui vient de la nature, qui ne pollue pas la mer. Donc, on lui offre des fleurs. Une cinquantaine de terreiros, les maisons de Candomblé, sont présents. Les fidèles sortent des murs pour célébrer au grand jour leur déesse. Emportés dans leur transe, ils convient Yemanja à la fête.
Les pêcheurs, eux, traversent la foule en liesse pour porter à la mer leur offrande, une étoile de mer géante. D'autres prennent le large pour remercier celle qui symbolise plus que tout autre l'âme bayanaise. Merci Yemanja. Merci mon Dieu. Yemanja est une icône du syncrétisme religieux de Bahia. Elle représente la foi de tous les Bahianais. Belle, mystique et surprenante, la baie de tous les saints porte bien son nom. Dans un monde où tout semble s'opposer, elle montre la voie à ceux qui veulent la rassembler.